Bonjour YouTube, je vous ai pas oublié, et je parlais Voilà, le tableau de bord de l'INSEE, vous connaissez vous? Peut-être. C'est la carte des cambriolages par région. Vous pouvez le retrouver. Je me demandais comment faire de la cohérence dans ces chiffres, parce qu'il n'y avait pas trop de lien entre précarité et les territoires, pas spécialement. Après, je m'y connais pas super en géographie, mais... Non, mais c'est étonnant, pourquoi dans l'Aube autant? Bon, dans le sud, bon, c'est peut-être ce qui m'étonne le moins, mais... Moi, je connais pas la pègre. Voilà. C'est quand même organisé, hein, comme... Ah, je sais pas. Euh, Enregistré par la police et la gendarmerie. Bon. Il y a d'autres biais. On n'a jamais trop parlé de comment on établit une base de données. C'est toujours bien de croiser des chiffres, mais en fonction de la source de notre base de données, bah c'est différent quoi. Bon, ça on en a pas mal parlé, hein, des sources. D'ailleurs aujourd'hui on en aborde une nouvelle. Vous l'avez vu. Elab. Comme ça on aura fait le tour des instituts de sondage les plus populaires. Et je dis bien populaires. Pas des plus grands, pas des meilleurs, pas des plus... Voilà, mais ceux qu'on voit souvent dans la presse. C'est ça qui nous intéresse. Pour savoir, on peut faire une hiérarchie, on fera une tier list, peut-être à un moment. Voilà, la tier list vient assez naturellement, hein, mais plus la vidéo est courte, plus on a un avis tranché. Et c'est vrai que bon, quand on a parlé de CSA, ça allait vite de voir pourquoi c'était de la merde. Et en parlant de CSA, est-ce que vous connaissez Elab? Parce que moi, non. Et en fait, peut-être c'est normal. Parce que j'ai jamais vu de tous les instituts de sondage qu'on a vus jusque-là, et on a été à Ipsos, Ifop, Odoxa, Opinionway, et c'est tout, je crois. Peut-être un autre. Il en manque un. Bon, bref, voilà, c'est un peu le dernier des plus populaires qu'on n'a pas fait. Et pourtant, on découvre encore des choses. Alors, là, c'est leur site. Déjà, moi, ce qui m'a fait tilt, c'est... même petit exercice que d'habitude. Qu'est-ce que c'est Elab? Comment il se présente? Études et sondages, analyse, actualité, machin. Études et sondages, observatoire, français, machin. Donc on peut voir par leur titre et ce qu'ils mettent en avant, qu'ils se donnent une identité un peu plus scientifique, en tout cas un peu moins marketing. On se rappelle, Opinionway, c'était vraiment pourquoi faire appel à nous, regardez, on peut faire des études de marché, tout c'est super. Là c'est d'abord leur publication, donc c'est pas la même chose. C'est vraiment elab.fr. La première chose qu'ils nous mettent dans la gueule, c'est leur publication. Peut-être qu'ils en sont fiers. On verra s'ils ont de quoi. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. Voilà, petit truc par habitude, hein, mais ce qui m'a choqué, c'est où est leur méthodologie. Voilà, première chose, où est la méthodologie des labs? Parce que on a vu des instituts de sondage plus ou moins bien, mais tous mettaient leur méthodologie quand même. Donc, voilà. Elle n'est pas accessible facilement. Ils ont un manifeste, en tout cas. C'est ce qu'ils revendiquent. Les repères ne sont plus. Il y a des concepts... voilà, on converge vers un petit nombre de concepts surexploités. Une lecture fragmentée du réel. Qui veulent laisser une empreinte durable plutôt qu'occuper momentanément l'espace. A priori, ils s'occupent peut-être, comme on avait vu dans Comment faire un bon sondage, hein, peut-être qu'ils s'occupent des sujets, des problématiques sociales et pas des problématiques politiques. Peut-être qu'ils s'occupent de choses qui vont vraiment faire changer le monde ou éclairer une vision, une partie du monde plutôt que éclairer un événement. Les élections municipales. Bon, là on peut pas leur en vouloir. Tous les instituts de sondage se sont penchés sur cette question.
Mais c'est quand même plutôt momentané. Voilà, si tu me dis baromètre politique, peut-être un peu moins. Mais bon. Les Français, la rupture conventionnelle, oui. Voilà, bon, la guerre, momentanée aussi, hein, mais important. Observatoire politique, les élections municipales, bon, pardon, mais laisser une empreinte durable sur le réel, ça ressemble à tous les instituts de sondage qu'on a vus jusque-là. Français, élection, nature, mais du coup, problématique d'élection. Violence politique. En même temps, tous les programmes des municipales, c'est la sécurité. Hein. Jeunesse sur un fil. Ah, truc sur la jeunesse. Prendre leur avenir. Ah. C'est de qui? Commandité par qui? Complète. On y viendra à leurs études, hein, mais... Synthèse? Chiffre clé? Non. Synthèse? C'est pour qui? Allô? Pour qui? Le cercle des économistes, c'est ça? Sûrement. Bon, c'est quelque chose qu'on va voir tout du long de ça. Hein. Ça va pas être très long. Et là, un problème avec la transparence. Alors, la question c'est d'où ça vient. Parce que... Voilà, en fait, comme j'avais dit, hein, la méthodologie, c'est pas qu'elle est dure à trouver, c'est qu'il y en a pas. Il n'y a pas de truc méthodologie sur leur site. Et leur équipe, Conseil Objectivité, qui est leur slogan particulier d'ailleurs, parce que c'est un institut qui s'occupe de l'opinion publique. Fameux ouvrage, l'opinion publique n'existe pas, on avait déjà parlé. Mais en plus, l'objectivité, quoi. D'ailleurs, c'est le Conseil Objectivé. Ok. Il y a déjà une meilleure notion que l'objectivité. Mais c'est un slogan. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est leur équipe. Alors. C'est un institut de sondage, pas un laboratoire. Déjà, ils ont un photographe. Ça, c'est pas mal. La différence entre un institut de sondage et un laboratoire, c'est la marge de manœuvre des gens qui travaillent dedans. En gros. Donc, un laboratoire, ils vont subventionner les recherches de chercheurs qui travaillent à l'intérieur. Un institut, ils vont répondre à un appel et envoyer leurs équipes sur ce sujet-là. Ce qui fait que c'est surtout pertinent de savoir qui est leur directeur. Et ce qu'il met en avant. Parce que moi j'ai vu quand même un peu, encore une fois tout le monde a l'air d'être... Voilà. Attends, c'est problématique je crois. Ça j'avais pas vu. La dernière de Charles Aznavour, du Tour de France, la carte électorale à laquelle il peut consacrer des week-ends entiers pour décortiquer les résultats électoraux. Bon, après t'as pas besoin de week-ends entiers pour décortiquer des résultats électoraux, hein. Vraiment, il y a un dépouillement. Il y a une carte qui est faite, pas par toi et Lab, qui est faite de qui a voté quoi, bon. Par contre, lui, c'est le directeur, voilà, il a des passions. Bien viril d'ailleurs. Et technique. Et par contre, Marie-Rose, elle aime les paysages et les enfants. Bon, si on revoit un truc avec les enfants, je vais quitter ça tout de suite. Bon, biographie, conte, essai, discours, utopie. Elle aime lire. Oui, mais elle aime lire, mais pas en mode... Pourquoi lui, il aime décortiquer des trucs et elle aime lire pour son loisir? Fan de chansons françaises, ça a l'air d'être un point commun chez eux. Sud-Ouest. C'est des phénomènes d'opinion. Mais lui, pareil, hein, technique, ok. Passion de théâtre, d'improvisation, de stand-up. Elle aime faire rire, sportive. Loisirs. Faire de cuisine, loisirs.
L'huile d'olive, les loisirs, ok, ils sont très drôles, mais par contre, c'est un peu dévalorisant, non? Pourquoi les femmes, elles ont que des loisirs, les hommes, ils ont des techniques et... Prendre le russe, ouais. C'est une collection. Jouer au Assassin's Creed, et... Une femme technique, peut-être? Roman, tract, essai, publicité, lit. Ah, lit des essais. Et s'amuse des poésies accidentelles, bon, ok. Ah, elle est déterminée à vivre une vie sans Excel. Ouais. Biographie. Bon, on va pas tous les faire, mais par contre, c'est quand même assez saisissant, quoi. Pourquoi les hommes, ils sont mis en avant comme ça, et les femmes, moins, quand même? Eh bien, parce qu'ils sont sexistes. Certainement. Voilà. Mais... J'allais dire, c'est pas le pire, mais c'est juste quand même pas cool. Par contre, maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas de méthodologie, que c'est vrai que dans leurs publications, ils mettent pas des masses ça va, pour BFM TV, pour les Échos. Mais en fait, d'accord. Donc leurs équipes, on sait qu'ils jouent à Assassin's Creed et qu'ils aiment bien Charlie Aznavour et que les femmes, elles ont plein de loisirs. C'est super. Mais, déjà, quelle femme a un enfant? Non, c'est très déplacé. C'est la première chose qu'on a vue. Mais... C'est qui? Donc j'ai dit, l'important, on peut se consacrer quasiment uniquement sur le directeur qui va être celui qui choisit pour qui va travailler l'institut. Donc c'est plus subordonné, quoi. C'est qui? Bernard Sananès. Alors, il n'y a pas tant de trucs sur lui. Là, c'est la page de Elab. Donc très bien. Et oui, hein, on voit déjà. Bon. Bernard Sananès a commencé dans le public, puis président directeur général de l'Institut CSA. Alors, on a vu, ça n'est pas gage de qualité du tout. Médiascopie? C'est pas médiamétrie? Petite parenthèse. Mesure instantanée, ouais. Ils ont acquis ça. Ok. Donc ils ont médiascopie qu'ils mettent pas en avant, donc je sais pas ce qu'ils en ont fait, parce que pourtant, c'est gage de qualité. Bon, on lira une de leurs enquêtes après. Mais pour se rendre compte, c'est vrai que savoir déjà que leur directeur général vient de CSA, ça met dans le contexte, au moins. Un entrepreneur et journaliste français. Institut pratique du journalisme. Détenu par qui? C'est beaucoup ça aujourd'hui, hein. Qui détient quoi? Historien romancier. Établissement privé associatif. Progrès du journalisme, usage assez pratique. Bon, ça expliquerait pourquoi Bernard Sananès est parti dans le sondage. Nouvelle pratique du journalisme. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me dérange. Il est diplômé de Sciences Po, puis de journalisme, puis journaliste. Mais où est-ce qu'il a appris à faire des sondages? Il a été candidat et ça n'a pas marché. Il a fait un passage par la politique. Non, parce que, en fait, on pourrait dire il a été directeur de CSA,
donc il s'y connaît en sondage, mais en fait CSA ne s'y connaît pas en sondage. Donc ça ne marche pas. Où est-ce qu'il a appris à en faire? Corporate, président 2017. Il conseille également des hommes politiques et des ministres, dont Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Vache! C'est pas bien tes conseils, hein. En quelle année? Tout le temps? Depuis 2007? Je sais pas. Ah non, ok. En 2000... Oui, 2007 jusqu'à 2009. Et c'était qui Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand en 2007-2009? Valérie Pécresse peut-être, mais... J'ai l'impression qu'il a fait plein de choses, mais pas des sondages. Langage d'entreprise, filiale du groupe Bolloré. Importante transformation en créant un département de conseil. Ah, ok. En planning stratégique. Oui, bon, voilà. Deux phrases qu'on a l'habitude de voir maintenant. Donc... Ah, c'est de sa faute! Attendez, il y a l'origin story. On avait vu dans le stream sur CSA que Bolloré, en arrivant, il a viré plein de gens et il l'a transformé comme fait Bolloré à chaque fois. Mais du coup, c'est à cause de lui. Donc si CSA n'est plus bien, c'est à cause de Bernard Sananès. Mais il s'est dit, j'ai pas fait assez de dégâts sur le monde des sondages, je vais quitter CSA, qui est déjà de la merde, pour partir sur Elab. Non, c'est important d'avoir le contexte quand même, hein, des fois. Et donc il a racheté Mediascopy pour en faire rien. Mais c'est un outil de moins pour la vérité, quoi. Vache. Bon, moi j'avais vu un truc un peu particulier aussi. C'est-à-dire que Bernard Sananès, ok, mais Elab, détenu par BNPLC Holding. Benpluk. Bon. Le truc, c'est qu'on peut rien retrouver sur BNPLC. Et c'est dommage. C'est une holding, hein, donc déjà, ça n'annonce rien de bien. Mais c'est pas très transparent. Parce que bon, c'est bien BNPLC, hein, le même. Ok. Mais il y a aussi données 2026, 0 salarié de BNPLC. Marqué 0 salarié. Ça ressemble à quelque chose de pas bien. Ça ressemble à une société écran. Y a personne qui travaille dedans. Donc on va rester sur Bernard Sananès, qui est déjà quelqu'un d'assez problématique, dans le sens où il a bien foutu la merde dans les sondages, qui dirige Elab. Sachant que c'est quelqu'un qui a fait des dégâts après avoir travaillé pour Bolloré. Donc un proche de Bolloré, hein, parce que il est nommé président directeur général. Très bien. En sachant ça, en sachant qu'on n'a pas accès à leur méthodologie, qu'on n'a pas accès à qui dirige vraiment l'entreprise, et ben on peut en tirer une conclusion. C'est même pas la peine d'écouter ce qu'ils disent. Voilà. Attends, on peut faire une dernière vérification. Notice. Commission des sondages, hein, comme d'habitude. Commence à connaître. Notice. Et Lab. Est-ce qu'ils en font souvent?
4 ou 5 par mois. Ok. Leur méthodologie est déjà suffisamment bien pour qu'elle soit validée, au moins. Dans 5 sondages par mois. Et leurs questions ressemblent à ça. Bon, leurs questions, pas d'âme, mais elles sont bien. Commençons par quelque chose qui a été validé. Comme ça, on se dira que c'est pas mal. Nous vous inscrire sur la liste électorale pour voter. De Paris. Très bien, assez bien. Seulement de nom ou pas du tout. Oui. C'est assez... Ouais. Très positive, assez négative ou très négative. Oui. Bon, un petit ne connaît pas. Ça aurait été pas mal. Prochaines élections municipales auront lieu en 2026. Voilà. Oh, donc contexte. Achat allant de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous alliez voter? Alors, petite parenthèse, parce que je vois que les questions ont l'air pas trop mal. On se rappelle de CSA, puisque ce sera la même chose. La problématique n'était pas tant leurs questions, mais ce qu'ils en faisaient. Bon, CSA, carrément, ils disaient, nous c'est pas assimilable, vous inquiétez pas. Donc leur méthodologie était vraiment à chier. Là, en l'occurrence, on n'a pas accès à leur méthodologie. Donc... Bon. Mais CSA, leur méthodologie était à chier et ils faisaient des regroupements problématiques, donc ça valait rien à la fin. Là, je pense que ça va être la même chose. À quelle voteriez-vous? Bon, après, honnêtement, pour foirer aujourd'hui un sondage sur les municipales, il faut y aller. Hein. Tout le monde a déjà fait les questions, on a juste à les reprendre. Bon. Prenons plutôt des choses moins classiques. Non, ça, on vient de le voir. Pourquoi j'ai Odoux d'ouvert? J'en sais rien. Baromètre politique. Ah, ça trigger bien. Baromètre, hein, instruments qui ont beaucoup fait avancer la science d'une manière générale et en particulier celle des sondages. Même la sociologie. Hein. Au reste de 6 points. Bon, je vais pas lire leur truc. Par contre, ça. Sondage est là pour les échos. Baromètre de l'Observatoire politique. Alors, première chose, ça me dérange, c'est malhonnête. Mettez pas les observatoires. Ça, c'est le titre d'une enquête. Mais c'est confusant. Un observatoire, c'est un laboratoire, quoi. Là, on dirait que ça vient de l'observatoire. Alors que c'est juste un baromètre. Appelle-le baromètre. Ah, constitution de l'échantillon. Alors, on va dire que la plupart de leurs enquêtes sera construite comme ça, puisqu'ils nous disent pas ce que c'est leur méthodologie. Mais là, on en a un exemple. Interrogation. Non, mais non, par contre. Constitution de l'échantillon, mode de recueil et date de terrain. Pourquoi interrogation? On ne dit pas interrogation. Ils ont interrogationné? Ils ont interrogé des gens, mais... Enquête? Tu fais une enquête, normalement. Bon. Échantillon de 1000 personnes. Minimum. Majeur. Méthode des quotas. Sexe, âge et profession de interviewer après stratification par région et catégorie d'agglomération. Pareil, minimum. Et enquête par internet du 3 au 4 mars 2026. Je crois qu'il y a un problème. Calendrier.fr. 3 au 4 mars. Bah, pourquoi faire ça?
C'est là, 3 ou 4 mars. Donc lundi, enfin mardi, mercredi. C'est pire que tout. C'est une enquête par internet, donc même pas par téléphone, en 2 jours, en début de semaine. Donc non seulement le moment où les gens qui ont un travail à plein temps ne veulent pas répondre parce qu'ils sont fatigués, mais en plus ils n'ont pas le temps, parce que c'est en semaine, et sur 2 jours. Donc on avait vu, et on voit à chaque fois, en quoi c'est important de faire au moins un mois d'enquête, mais d'adapter aussi en fonction du mode de recueil, comme ils disent. Là vraiment rien ne va, hein. Une enquête par internet sur 2 jours en début de semaine, tu cumules tout ce qu'il faut pour que ta population elle respecte la méthode des quotas, mais qu'elle soit pas représentative du tout. Là, t'es sûr que t'as plein de gens à mi-temps, plein de gens qui peuvent être assimilés à des corps de métier, mais qui représentent pas tout. On avait parlé des chefs d'entreprise la dernière fois, hein. Il n'y aura que les chefs d'entreprise avec les horaires les plus flexibles. Enfin, même des chefs d'entreprise avec peu de clients, peut-être. Donc là, tu surreprésentes de fou la précarité. Et pas n'importe laquelle. Donc, que dit la précarité sur les élections? Jordan Bardella, il monte encore ou pas? Il maintient son avance sur les autres personnalités politiques. Sans déconner. Bah oui, hein. La cote de confiance du président de la République. Faites-vous confiance ou pas confiance au président de la République? Par contre, moi, il y a vraiment quelque chose qui me dérange, c'est... on me dit pas si les gens qui ont répondu, si c'est un panel déjà, mais a priori non. Ou... Enfin, comment ils ont été les trouver, ni s'ils ont été payés. Parce que j'imagine qu'ils ont été dédommagés, ce qui fait que là, vraiment, leur échantillon ne vaut rien du tout. Pour les raisons qu'on avait citées la dernière fois. Mais en gros que... Comme disait le patron de Doxa, ça n'est que 3 €. Mais 3 € c'est beaucoup pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc ça va attirer certaines populations. Donc on n'attire pas les gens avec des choses qui auront un attrait différent en fonction d'où est-ce que tu es dans le spectre social, quoi. Quand tu veux être représentatif, c'est quand même très très con. Là on est face à la cote de confiance du président de la République. Faites-vous confiance ou pas confiance au président de la République Emmanuel Macron? Souligné. Pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays. Total pas confiance. Les modalités étaient tout à fait, plutôt, pas vraiment, pas confiance. J'ai rien à dire sur les modalités ni sur la question. Je pense que j'aurais fait pareil. Non, par contre, la question quand même... Enfin, je pense que c'est une question pas trop mal en début de questionnaire. Parce qu'elle veut rien dire, mais elle... Enfin, tu sais ce que tu veux trouver, quoi. Ah, je suis peut-être un peu biaisé parce que je fais pas confiance à Emmanuel Macron. J'aurais quand même un gros défaut de cette question. Pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays. En fait, tout le monde considère qu'il y a des problèmes dans le pays. C'est le principe de la France, mais de la politique d'une manière générale. En plus, on a vu qu'ils surreprésentaient les populations les plus précaires, donc des gens qui considèrent qu'il y a vraiment des problèmes dans le pays, à juste titre. En tout cas, celles qui s'en rendent le plus compte. Mais le problème, c'est que tu peux mettre... Enfin, comme d'habitude, normalement, quand tu fais des modalités, tu ne regroupes pas des populations qui n'ont rien à voir. Là, en l'occurrence, ça ne m'a pas sauté aux yeux, mais c'est vrai. Quand tu parles des principaux problèmes qui se posent au pays, les gens vont y mettre des choses très différentes. Donc ils n'auront pas confiance en Emmanuel Macron, et pour des raisons très différentes.
En l'occurrence, on va quand même regrouper des gens qui seront plutôt en opposition avec la Macronie. Donc ils auront quand même ce gros point commun, qui n'est pas des moindres en politique, puisque c'est le vote qui compte. Évolution, pas confiance du tout. Ils font un baromètre tous les 4 mois. Ok. Donc ça évolue, hein. 2018, janvier, à 20. Et aujourd'hui à 44, mais ça a baissé par rapport à... J'arrive pas à lire leur truc. Par rapport à il y a 4 mois, du coup, j'imagine. En fait, les points correspondent pas à... C'est un peu ce problème, mais... Les points correspondent pas. Janvier, ça a commencé à 20, on est bien d'accord. Mais janvier 20, 39, c'est quoi 37? Ils en font un par mois? Peut-être. Peut-être qu'ils... Ah oui, ils font sûrement un baromètre par mois. Donc, par rapport au mois dernier, Emmanuel Macron aurait gagné 6 points de confiance. Ou peut-être que les gens sont juste moins radicaux. Ça, c'est les lunettes de soleil. Ça. La cote de confiance du président de la République. Ah, là c'est plus souligné Emmanuel Macron, c'était souligné dans la question d'avant. Affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays. Et donc là, c'est par rapport à l'électorat de premier tour de la présidentielle. Donc ceux qui ont voté Emmanuel Macron au premier tour, ils font à 67% confiance en Emmanuel Macron pour gérer les problématiques du pays. Ce qui paraît cohérent. Les 2 tiers. Parce qu'il y en a qui lui font vraiment confiance. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont voté pour lui pour faire barrage. Donc par dépit, évidemment. Par contre, ça a augmenté de fou. Passé de 48 à 67. Moi je me demande, parce qu'en fait, ça ressemble à une augmentation beaucoup trop grande. Et si c'est pas un même panel à chaque fois, ça veut dire qu'ils ont changé quelque chose dans leur méthodologie. Parce que se prendre 19 points... C'était quand? Mars? Il y avait la guerre, mais... Il avait déjà envoyé le Charles de Gaulle ou pas? Je sais pas. Évolution de la cote de confiance, j'en ai marre de voir la gueule d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, on l'avait vu dans une enquête il y a 2 semaines. Pour affronter les principaux problèmes... Ouais, alors par contre, si ça va pas plus loin que les principaux problèmes qui se posent au pays, ça va servir à rien. Moi, je veux savoir s'ils vont un peu plus loin. Genre, est-ce que vous faites confiance à Lecornu pour endiguer le réchauffement climatique? Ou pour calmer l'ensauvagement des rues? Je provoque. Ils font les mêmes regroupements que CSA? Actifs, artisans, commerçants. CSP+, c'est quoi? Actifs, artisans, commerçants. Et le reste, c'est des CSP. Genre cadre en profession intellectuelle supérieure et profession intermédiaire, c'est pas des actifs? Bon, en tout cas, ils ont regroupé des CSP alors que bon, c'est déjà un regroupement quoi. Inactifs, retraités, autres inactifs. Mais les retraités, c'est pas des inactifs. Oh là là. J'aime définitivement pas les regroupements que font les sbires de Bolloré. Hein. Pardon, mais... Lui pour le coup, vraiment. Le classement des personnalités. Mais ça ressemble vraiment à CSA. Hein. Plus je regarde, plus je me dis... Ce mec a quitté CSA pour faire un autre institut
et faire genre que c'est une autre source, mais en vrai c'est toujours CSA. C'est vraiment la même chose. C'est quoi ça? Une des personnalités suivantes, indiquez si vous en avez une image positive ou une image négative. Oh non mais les questions abstraites... Alors, c'est normal hein, dans les baromètres de faire des questions plus abstraites que d'habitude. Parce qu'il faut que ça s'adapte toujours bah, au fait que tu le fasses tous les mois. Donc à des nouvelles problématiques. Mais là quand même... Qu'est-ce que tu veux que je fasse foutre que 17% des répondants ont dit qu'ils avaient une image positive de Jordan Bardella? Ok. Ça veut dire quoi? On peut voir qu'il polarise, hein, 17-41. Eric Zemmour, il polarise en sa défaveur, évidemment. Jean-Luc Mélenchon, encore pire. Oh là là. C'est les gens que c'est la personne que les gens préfèrent détester. D'après ce sondage, évidemment. Pas en vrai. D'après mes observations, peut-être en... Non, carrément pas. C'est fou d'ailleurs, ouais, c'est parce que c'est une femme en partie. Mais c'est fou de voir à quel point Sandrine Rousseau s'en prend plein la gueule. Soutien à Sandrine Rousseau. Si vraiment il y a une personne que les gens préfèrent détester, c'est une femme, forcément. François Ruffin. Et qu'est-ce que c'est que ce sondage qui met François Ruffin en haut? Je n'y crois pas. C'est selon quoi, là? C'est juste la suite? Mais non. Pourquoi c'est pas la même chose qu'au-dessus? Don Bardella. Non posé le mois dernier. D'accord. Oui, mais non. Bon, je sais pas. Écoutez, vous avez la même, la même mise en page que CSA que je comprenais déjà pas. C'est une mise en page de journaliste, hein, pas de scientifique. Je suis pas journaliste. Chacune des personnalités suivantes indiquez si vous avez positive ou négative, positive ou négative. Et vraiment... Ah, c'est fini là. Ah non, mais non. Ah mais c'était sûr que ça allait m'énerver les baromètres politiques, parce que tu joues pas avec les baromètres, c'est un outil précieux en sciences. Mais alors là, les questions, elles sont nulles à chier. Tu vas vraiment pas plus loin. Dans les baromètres, t'as le droit de poser des questions qui t'intéressent. Hein. T'as le droit de dire est-ce que vous considérez qu'il est efficace pour gérer les problèmes du pays? Oui. Et tu fais une sous-question en fonction de différentes problématiques. Les problématiques politiques, ça va et vient. C'est le principe. Mais alors, tu peux te dire ça part de problématiques sociales qui, elles, ne vont et viennent pas. La crise écologique, ça va pas partir à un moment. Donc tu as le droit de te poser des questions sur ça quand même. Et ça coûte pas plus cher. Ça coûte vraiment une question en plus et ça rend le truc pertinent. Parce que là... en plus c'est super chiant, je sais pas comment ça a été fait, je sais pas comment ils ont trouvé les gens qu'ils ont interrogés, comment ils les ont interrogés, comment ils construisent leur truc. J'ai pas accès aux données brutes. Je leur fais confiance sur le fait qu'il n'y a pas eu de regroupement et encore ça j'en sais rien. Et tout ça pour qu'à la fin ils me disent non mais les gens détestent Mélenchon et adorent Jordan Bardella. Mais comment tu veux que je te fasse confiance? C'est un résultat déjà auquel j'ai pas envie de croire, mais je pourrais y croire si tu me démontres que ta méthodologie est sans faille. Et là, tu te donnes pas les moyens. Tu te donnes pas les moyens pour qu'on t'écoute, Elab. Donc là, j'en avais ouvert un autre qui était en février, mais c'est la même chose. Les Français et les violences politiques. Opinion en direct, BFM TV cette fois-ci, pas les échos.
Euh, mais que dit les échos? Enfin, oui, non, de toute façon. Je veux pas dénigrer le journalisme, mais ils ont pas besoin de plus. Ils sont vite fait, les gens préfèrent Bardella. Si les médias le disent, et ben ça va devenir vrai, et puis du coup, ils auront eu raison depuis le début. C'est ça l'opinion. C'est quoi ça? Penser les violences politiques. Allez, un autre exemple d'un truc de Elab. Comme ça, on est sûr d'avoir raison et de pouvoir dire que vraiment. Et c'est même pire que CSA, parce que c'est plus flou. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que CSA. Parce que CSA, on sait pourquoi on déteste. Là, je peux que émettre des hypothèses que. Peut-être c'est bien, si c'est bien fait. Mais il n'y a pas de raison que ce soit bien fait, et j'ai pas d'indice sur le fait que c'est bien fait. Par contre, j'ai des indices sur le fait que c'est de la merde. L'origine du directeur, déjà. Mais la mise en page, les termes qu'ils utilisent. Interrogation, vraiment pas. Hein. Toujours pas. Interrogation, échantillon de 1005 personnes, minimum. Méthode des quotas avec les variables minimum. Et interrogation par internet du 17 au 18. Moi, je pense que c'est encore un mercredi, mardi-mercredi, un truc comme ça. 17-18, mardi-mercredi, c'est vraiment leur modus operandi de merde. En fait, je sais pas si ça leur coûte plus, je pense pas. C'est par internet, auto-administré, j'imagine. D'ailleurs, c'est pas du enfin, vraiment amateurisme, quoi, là pour le coup. Mais j'imagine que c'est auto-administré. Est-ce qu'ils vont pas faire des visios? Ils le diraient. Donc juste, ils envoient par mail, peut-être. Ou alors, ils envoient par un panel si tu t'inscris sur leur site. Ça, ils le disent pas, j'en sais rien. En tout cas, ils arrivent à te contacter et t'as 2 jours pour répondre. Donc eux, ils ont rien à faire, mis à part maintenir les serveurs, mais ça, ils le font de toute manière. Pour 1000 personnes, 1000 répondants en 2 jours. Pourquoi ils le font pas le week-end? Vraiment, vraiment, je comprends pas. Parce que s'ils se disent le week-end, les gens vont pas répondre parce qu'ils ont pas la tête à ça, d'accord. Mais en semaine, mardi, mercredi, ils ont encore moins la tête à ça, hein. Je peux te l'assurer. Alors, en fait, c'est trop classique dans les instituts de sondage pour que ce soit malveillant. Mais je pense qu'on s'est vraiment habitué, enfin, ils se sont vraiment habitués, parce que moi je m'y fais pas, à ce que ce soit médiocre. Vraiment changer ça. L'IFOP le fait un peu, des fois il laisse une semaine pour répondre quand même, c'est mieux. Mais même une semaine, c'est... Je pensais pas qu'on tomberait si bas. Et pourtant, ça leur coûterait rien de faire passer ça le week-end. En plus, vraiment, ils s'y connaissent pas en sociologie ou en sondage, donc ils viennent de marketing, voire de management. Si c'est qu'une histoire de déplacer les shifts, voilà, de se trouver un nouveau rythme, ça vous savez faire normalement. Une petite restructuration si vous voulez, mais que vous fassiez passer les questionnaires le week-end, histoire de toucher un peu, pas les gens qui sont annualisés, pas les gens qui travaillent en décalé, pas les gens qui ont des travaux, qui font un travail plus abstrait. Ok. Et eux, de toute façon, c'est dur de les toucher. Et à la limite, c'est même une minorité, au moins. C'est des exceptions. Alors que les gens qui travaillent à plein temps, ça devrait être votre cœur de cible. N'enquêtez pas... Vraiment, n'enquêtez pas au milieu de la semaine. Ça sert à rien. Et c'est pas parce que les autres le font que c'est bien. Voilà. Un échantillon de 1000 personnes, les marges de manœuvre, machin, tableau, ils sont obligés de le mettre, on s'en fout. En plus, ils l'ont pas mis dans le truc d'avant. Principaux enseignements. Ah, c'est pas beau.
Violence politique, plus d'un Français sur deux juge que le phénomène s'aggrave et s'accentue. Ah, c'est vraiment un institut de journalistes. Pro tips. Bon, littéralement pro tips, mais pro tips et fun fact en même temps. Pour savoir qui a écrit un compte rendu, ou qui a écrit une enquête même, qui a analysé l'enquête, qui l'a mis en forme. Tout ça, on le voit par quelque chose d'assez simple. Si c'est un nombre décimal, donc avec ou sans barre, on s'en fout. C'est un mathématicien, mais souvent un statisticien, quoi. Donc un nombre à virgule ou un truc comme ça. Surtout si ça parle de probabilité, là c'est clair. Si on parle de pourcentage, c'est sûrement un sociologue. C'est comme ça qu'on marche. S'il y a marqué plus d'un Français sur deux, c'est si flou que ça ne peut être qu'un journaliste. Encore une fois, je n'ai rien contre le journalisme, mais ça, c'est ce qu'on leur apprend à faire. Et comme ce que je viens de dire juste avant, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Vraiment pas. Parce que, en fait, c'est le truc classique, mais plus d'un Français sur deux, je me dis, ouais, il y a plus de la moitié. Ça fait beaucoup. Alors que... Enfin, c'est juste l'impact du verbatim, quoi. Plus de quelque chose, ah oui, ça fait beaucoup. Tu me dis moins de 6 Français sur 5. Je me dis, ah, c'est pas tant que ça. Alors que ce serait la même chose. Mais c'est si classique en sciences. c'est évidemment qu'il faut pas faire ça. Pourquoi il y a d'autres corps de métier qui le font? Et juste après, 54%. Et on mélange les deux mises en forme en plus. 54% des Français estiment qu'il y a de plus en plus de violences politiques mortelles entre les groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. D'accord. Donc je me suis dit, violence politique, violence institutionnelle du coup. Violence policière par exemple, c'est une violence politique. Ou la censure, ou dénoncer les médias, c'est des violences politiques. Non. Violence physique politique. Donc j'avais espoir que ce soit une problématique sociale et pas une problématique politique. Parce que les labs se revendiquent de faire des enquêtes qui sont utiles dans le temps. Et bah non. Ça parle de Quentin. Super. Donc 54% des Français estiment qu'il y a de plus en plus de violences politiques mortelles entre les groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Terme policier, si je ne m'abuse. Ultra-gauche, ultra-droite. Donc terme situé. Hein. Ce qui en science serait problématique, mais en journalisme. Et que le phénomène s'aggrave et s'accentue. On va voir ça. 3 Français sur 4, mais pareil, pourquoi être aussi flou? Et pourquoi là tu mets pas plus de 3 Français sur 4 en sachant que c'est 78%? Ah voilà, il y a quelques jours, alors j'imagine que c'est l'élément de contexte qu'ils ont mis, j'espère. Il y a quelques jours à Lyon, un militant d'ultra-droite de 23 ans est décédé à la suite de violences survenues lors d'un affrontement entre des groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Ouais, mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé au vu des dernières... Soit c'est pas vraiment ce qui s'est passé, soit t'en es pas sûr. Donc tu mets pas ça dans un contexte de question. Alors, c'est une grande problématique. En plus, là, c'est un bon exemple. C'est un sondage qui a été fait pour BFM TV. Donc l'information en direct, machin. On connaît BFM TV. On connaît le problème de l'information en direct. Quand on prend pas assez de recul, on se trompe. Systématiquement. C'est pas exactement les bons termes, c'est pas la meilleure information, quoi. Et bon, c'est leur business model, c'est leur problème. Mais on a le droit de les critiquer sur ça. C'est leur choix. Un institut de sondage, pareil. Ils essayent d'être au plus proche de l'information. Donc, chronologiquement au moins. Ce qui fait que
même problème. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Certains médias disent qu'effectivement c'est des affrontements entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Bon, en tout cas, il y avait des antifas, il y avait l'extrême droite. Voilà. Après, on sait pas si c'est pour ça, machin et tout. Là, ça le laisse penser quand même. Et justement, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes. Donc, je comprends la question. C'est-à-dire qu'il y a eu une problématique politique, il faut répondre à la question, et la méthode qu'on a, c'est de le faire le plus rapidement possible. Mais on peut se tromper. Alors, Elab se jette dans l'erreur de tant pis, on peut se tromper, ça arrive. Auquel cas, en fait, il y a une autre problématique, c'est que du coup, la question sera pas vraie, donc elle sera biaisée, mais tu vas t'adresser à des gens qui croient en ce contexte-là, que tu valides, alors que tu n'es pas un média, tu n'es pas censé être un média, tu es un institut de sondage. Bref, mais il y a des alternatives en fait. C'est surtout le cas en sciences, mais pour prendre du recul dans des enquêtes qui s'étalent sur plusieurs mois et où il peut y avoir des problématiques politiques qui viennent entraver l'enquête, ou l'améliorer, hein, mais qui viennent la transformer en tout cas, parce que j'ai en tête MeToo qui a bouleversé les enquêtes qui étaient en cours sur la place des femmes, et ça a rajouté plein de trucs bien. Mais donc, pour ça, on peut généraliser. On peut extrapoler, en tout cas. C'est-à-dire, on va pas se focaliser sur un moment, une chose qui est arrivée, de peur que, vu qu'on ne connaît pas toutes les circonstances et que de toute façon c'est un gros dossier, donc demander l'opinion en donnant la moitié des informations, ça sert à rien. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'opinion, c'est comment les gens s'informent, finalement. Donc on pourrait leur demander comment ils qualifient ce truc-là. Ça pourrait être une première piste. Mais en science, ce qu'on fait quand c'est des études longues, mais pour les mêmes raisons que là, c'est on invente. On va pas donner un vrai contexte. C'est imaginons que, comme ça, les personnes qui voient l'intérêt derrière, alors idéalement, faut pas qu'ils comprennent d'où ça vient, mais en général, ça arrive quand même. Donc au pire, les gens qui comprennent qu'on parle de Quentin se diront on parle de Quentin, je vais y répondre comme ça. Les gens qui le captent pas, bah, ils ont que ce contexte-là, et donc c'est pur. En sachant ça, je vais répondre ça. Et les gens qui n'avaient pas l'information, bah, ils peuvent répondre quand même. À égalité avec les autres. C'est beaucoup plus équitable. Parce que l'intérêt d'un contexte, comme on l'avait dit la première fois qu'on en a vu, et bien trop tard dans cette série de streams, l'intérêt d'un contexte, c'est que tout le monde commence la question avec le même bagage. Là, vraiment, c'est pas rempli. C'est impossible d'imaginer qu'on puisse commencer une question en n'étant pas d'accord avec le contexte qui a été donné avant. Ça n'a pas de sens. Donc, encore une fois, ça rajoute à leur échantillon n'est pas représentatif. C'est-à-dire que si c'est la première question que tu poses, eh ben, les gens qui sont pas d'accord, ils vont pas répondre. Et ils vont même se barrer, puisque c'est la première question. Donc, les gens de gauche n'ont pas répondu. Selon vous, y a-t-il plus de violence politique qu'avant? Cela s'inscrit-il, du coup, dans la continuité d'un phénomène qui a toujours existé? Autre problème, on commence une question tous avec le même bagage grâce au contexte. C'est quoi une violence politique? Moi, je suis rentré dans ce sondage-là parce que je me suis dit violence politique, violence institutionnelle. Moi, je pense qu'il y a plus de... ou en tout cas, on les voit plus, les violences policières, quand même.
sais pas s'il y en a plus ou si on les voit plus. Mais donc c'est une violence politique. Et par contre, vraiment, les politiques osent plus se mettre en opposition avec des médias. C'est une violence politique. La minute de silence à l'Assemblée, c'était violent quand même. Pour toutes les personnes qui n'en ont pas eu. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y en a plus. Mais là, en l'occurrence, on peut mettre dans violence politique des choses très différentes. Il y a de plus en plus de violences politiques mortelles entre les groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Le phénomène s'aggrave et s'accentue. Mais en plus, vraiment, moi j'ai un problème avec l'opinion publique. C'est-à-dire que les gens qui vont répondre ça, c'est oui, en fait, parce que on parle que de ça dans les médias, donc j'en vois beaucoup plus. Donc il y en a plus. C'est pareil, ultra-gauche, oui, bon. Qu'est-ce que tu veux généraliser à ça? D'une manière générale, il y a plus de violence politique parce qu'il y a plein d'agressions sur des homosexuels, quoi. Ils sont pas forcément d'ultra-gauche, mais c'est de l'ultra-droite quand même. Il y a toujours eu des violences politiques, y compris mortelles, entre les groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Les événements de Lyon en font partie. Oui, bon, alors par contre, là, c'est deux modalités qui s'opposent pas, hein. Je suis d'accord avec les deux, peut-être. En vrai, je sais pas s'il y en a plus. En tout cas, évidemment, il y a toujours eu des violences politiques. À savoir s'il y en a de plus en plus, c'est autre chose. Là, les modalités vont pas. Pour 7 Français sur 10, les tensions dans le débat politique encouragent les violences physiques politiques, comme celle de Lyon. Ouais. Mais ok. Bon. C'est toujours le même problème avec le contexte de la question, quoi. De manière générale, quelle est votre opinion sur le lien entre les tensions dans les débats publics ces dernières années et les violences physiques politiques comme celle des récents événements de Lyon? Ah, c'est con. C'est un peu une erreur que tu fais en L1. Sans... Voilà. C'est pour dire que c'est une erreur classique. Mais bon, aussi pour dire qu'ils sont pas très professionnels. Ou pas bien formés à ces questions-là. Mais tu n'induis pas de lien dans ta question. Idéalement, il faut le laisser apparaître. Il faut construire tes questions mieux que ça pour que le lien paraisse évident à l'analyse, mais pas au répondant. C'est dommage. Parce que là, tu induis qu'il y en a un, en fait. Quelle est votre opinion? En plus, oui, vraiment. Tu pars du postulat qu'il y en a un, en fait. Ah oui, non, la question va pas du tout. Quelle est votre opinion sur le lien entre les tensions? Donc il y a un lien, quelle est ton opinion dessus? Donc, soit ils encouragent les violences, soit il n'y a pas de lien. Ah oui, mais tu viens de dire qu'il y en a un. Ah non, ça va pas. À la suite de ce drame, le débat sur la responsabilité des partis politiques est relancé par les médias. Donc c'est pas... Alors ça c'est pas un élément de contexte, hein. Ça c'est quelqu'un qui essaie de justifier que sa question est bien. Je pose cette question, même j'ai construit cette hypothèse parce que les débats sont relancés. Mais ça concerne en rien le contexte... On s'en fout. Voire même c'est juste... Il y a une responsabilité, en fait. T'induis encore une réponse. Mais truc classique de CSA hein, aussi. Non, en plus CSA, leur question était pas si mal, je sais plus. Ils cumulent les problèmes. Hein. De manière générale, pensez-vous que les personnalités politiques condamnées par la justice pour violence physique ou pour des propos racistes ou antisémites doivent être exclues de leur parti politique? Propos racistes...
dissout toute l'extrême droite, en fait, finalement. Les partis politiques doivent systématiquement exclure les personnalités politiques racistes ou antisémites. Ah non, mais alors, par contre, les modalités... Non, mais... Vraiment, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de pire en pire, les modalités, hein. Là, non seulement tu induis qu'il y a une responsabilité dans la question, mais en plus, c'est soit ils doivent systématiquement les exclure, soit ils n'ont pas de raison. Non mais... Les partis politiques n'ont pas de raison de les exclure si la justice ne les a pas interdits d'exercer la responsabilité politique. Mais tu n'es pas la justice. Non mais... C'est pas qu'ils n'ont pas de raison. On peut pas juste dire... tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas d'accord, pas du tout d'accord. Plutôt pas d'accord même. Parce que là, là non. Là ça va pas du tout. Une faute est une raison de les exclure. À savoir s'il faut le faire ou pas, c'est autre chose. 67% des Français jugent que la France Insoumise est un parti d'extrême gauche. Et 62% que le RN est un parti d'extrême droite. Mais en même temps, ta gueule. Il y a tellement de fautes sur l'échantillon que t'as construit. Évidemment. Oh là là. En fait, ce qui est triste, c'est vraiment... iLab, c'est peut-être pas celui qu'on voit le plus. Mais il y a le risque que les gens reprennent cette information alors qu'elle vaut rien. Elle vaut tellement rien, plus que tout ce qu'on a vu jusque-là. Il y a toutes les erreurs. Pour vous, personnellement. Ah ouais. Là, c'est vraiment, ils veulent ton avis personnel, quoi. Pour vous, suffisait. La France Insoumise est-elle un parti d'extrême gauche? Oui, non, je ne sais pas. Je pense que si tu nuances, c'est... Enfin... Tu veux pas faire classer ces partis dans l'organigramme des... Non. Classez-le, est-ce qu'il est plutôt à droite, plutôt à gauche? Pour vous, personnellement, le Rassemblement National était un parti d'extrême droite. Et ça, c'est symptomatique des gens qui votent à l'extrême droite, en fait, de dire non. Pas de dire oui, pardon. De dire non. Et on a vu que leur échantillon, elle allait surreprésenter, parce que précarité, machin. Donc, super. En fait, ouais, il y a plein de types de précarité, et je vais pas me mettre à à enquêter sur quelle précarité aura été surreprésentée ici. Comme chez CSA. Mais ce qui est sûr, c'est que ça surreprésente les extrêmes. Donc en fait, cette question, elle est bien pour le montrer. C'est que la France Insoumise, n'étant pas un parti d'extrême gauche, puisqu'ils n'ont pas les problématiques de l'extrême gauche, parce que la précarité d'extrême gauche, c'est la camaraderie, quoi. Pas spécialement, pas spécialement le cas dans la France Insoumise. Par contre, le Rassemblement National, oui, bien l'autre côté de la précarité, raciste. Mais précarité rurale, plutôt, même. On peut faire ça, en gros. Précarité de gauche, plutôt précarité des villes, précarité de droite, précarité rurale, bon, pas... c'est pas si absolu. Mais en gros, c'est ça. Donc il y a un peu deux types de précarité qui vont voter pour les deux extrêmes, puisque les extrêmes se caractérisent par une volonté de tout changer. Donc les gens les plus précaires étant les plus vulnérables et ayant le moins à perdre finalement, les moins inscrits dans le système, le fameux système. Ben, c'est eux qui veulent tout changer, mais avec quels moyens? Voilà. Donc la précarité va pas voter France Insoumise. Donc elle s'en fout. Par contre, la précarité va voter Rassemblement National. Donc je pense que c'est vraiment la preuve que
leur échantillon surreprésente la précarité. Parce que sinon, on aurait plus de gens qui auraient défendu la France insoumise en fait. Même, alors, cela dit, ça marche indépendamment de ce qu'on aura comme résultat après s'ils font oui mais regarde, on est représentatif parce que on a à peu près les mêmes votants. Il y a autant de votants de la France insoumise, machin, donc il y aura autant de défenseurs de la France insoumise. Non, pas forcément. Le principe de la précarité, c'est qu'ils sont forcés à faire des trucs qu'ils veulent pas. Et parfois, ils votent pas en leur âme et conscience. Donc c'est pas parce qu'ils ont voté pour la France insoumise qu'ils le soutiennent. Comme pour Macron. Ça paraît évident pour Macron. Ils ont pu faire un barrage parce que localement ça n'allait pas, ou idéologiquement ils se retrouvaient plus dans leur parti d'extrême gauche, ou même il y avait des tensions entre les deux partis d'extrême gauche, donc ils se sont décalés vers la gauche. Même regroupement actif. Pourquoi c'est plus les mêmes regroupements? Actifs, agriculteurs, artisans, commerçants. Il y avait des agriculteurs avant? Et pourquoi là il y a les cadres et plus les professions intellectuelles supérieures? Il n'y a plus du tout les professions intellectuelles supérieures d'ailleurs. C'est peut-être un peu petit, mais salut les profs. Ok. Ils respectent tellement pas les chercheurs que vraiment ils leur demandent plus leur avis, quoi. Détail des résultats par catégorie politique. Ah voilà. Mais là du coup je ne fais pas confiance en total des votants de la France insoumise. C'est pas représentatif des votants de la France insoumise. Bon déjà, comme pour c'est ça, hein. Quel votant de la France insoumise va répondre à un sondage de quelqu'un de Bolloré? C'est bizarre de se dire ça déjà. Bon, c'est que des précisions après, oui. Ok. J'avais sorti ça. Sortez d'où? Ipsos, machin. On peut passer un petit peu sur l'actualité, bon. Et là, bah, c'était de l'actualité, hein, finalement. Mes conclusions? Non. Voilà. Et là, non. J'ai pas envie, je veux pas. N'en parlons plus. J'ai pas vu un seul truc qui était bien. Si, vas-y. Je leur laisse une dernière chance. Alors, leur manifeste, en plus, je suis pas spécialement contre. Oh non. Ah. Conseil objectivité. Objectivé. Pourquoi le conseil objectivé? Alors, je leur laisse une dernière chance. Ils s'y connaissent pas en sociologie. Ils s'y connaissent pas en sondage. En construction des questions, apparemment. Mais peut-être qu'ils ont cette notion-là d'objectivation. Objectivation n'est pas l'objectivité, puisque l'objectivité n'existe pas, particulièrement en sciences, dans le cadrage des questions, dans la construction des modalités, dans l'enchaînement des questions, dans le choix du sujet, dans la construction des hypothèses. Tout a été teinté de l'orientation idéologique du chercheur. En revanche, dans l'analyse, dans les catégorisations et dans la synthèse, dans la rédaction, on peut essayer de prendre le plus de pincettes possible, voire de transformer notre implication idéologique de départ, inévitable, en objet d'étude. Et du coup, comment j'en suis arrivé à déduire ça? Parce que le terrain m'y a emmené, mais aussi parce que j'ai déjà travaillé cette hypothèse-là, j'en suis expert, et du coup elle m'est venue plus naturellement
Mais ça aurait pu aussi être ça. Là, c'est de l'objectivation. Et ça, il faut le faire. Est-ce qu'ils le font? Non, pas du tout dans leur prise de parole. Mais du coup, pourquoi le conseil est objectivé? Les opinions externes comme internes évoluent en permanence et en accéléré. Transformation menée par les dirigeants. Comment communiquer en temps réel? On ne mesure pas les perceptions des opinions et leur évolution. Ah, donc c'est vraiment de la communication, quoi. C'est bizarre de révéler que maintenant qu'en fait, on est un institut de communication. L'explosion de la data disponible rend plus complexe l'analyse des données, pose l'extraction de l'essentiel. Alors, je suis d'accord. L'explosion de la data rend plus complexe l'analyse des données parce qu'il y a des gens nuls comme vous, par exemple. Voilà. Ou CSA, hein, mais du coup, c'est vous aussi. Comment donner aux dirigeants une lecture claire, contextualisée, stratégique des données et l'inscrire dans un processus de décision de la communication? Je veux vraiment pas que les décisions soient prises avec vos informations à vous. Plus que jamais, la communication a besoin de cohérence et d'émergence. Comment dépasser les silos pour construire une vision du récit cohérent? Comment trouver le pas, les mots justes, les actions utiles pour permettre d'être entendu et écouté? Oh là là. Devenir une fonction vitale de l'entreprise de la communication. Ah, allez, nique ta mère. T'es juste un institut de communication, il n'y a rien sur la vérité. Ah. Tout est clair à présent. C'est ça votre méthodologie. Travailler pour votre client. Non, il n'y a rien du tout sur l'objectivité. Un éclairage. C'est où la vérité? Faire émerger. Dis-moi que tu cherches la vérité quelque part, pas juste répondre à un client. Conseiller à nos clients une langue différente. Non. Langage authentique. Mais non, parce que tu le crées, donc il est plus authentique par définition. Chaque étape liant besoin leurs enjeux, nous les accompagnons pour construire une communication verbale cohérente. Non. Je veux pas que tu sois cohérent, ou beau, ou authentique, ou que tu sois appropriable. Je veux que tu sois vrai. Y a rien qui me dit que tu es vrai. Ah. C'est le pire. Je pensais pas qu'on pouvait faire pire que CSA. Mais je pense que CSA garde les réflexes, les techniques, les reliquats en tout cas, de son époque où il n'était pas détenu par Bolloré. Et là, a été construit par la personne qui a ruiné CSA. Donc tous les éléments étaient là pour que ce soit vraiment de la merde. Mais à ce point-là. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont même pas... Enfin, si, quand on s'y connaît, on voit un petit peu. Mais ça ne saute pas aux yeux qu'ils sont incompétents. C'est pas... c'est pas le sondage annulé de l'IFOP, qui... Vraiment, les questions étaient faites par un stagiaire, quoi, ça se voyait. Il n'y avait pas de cohérence. Là, effectivement, ils ont un discours cohérent. Mais c'est pas ce qu'on attend en recherche, en fait. Faut que ça ait un fond de vérité, quand même. Ou au moins que ton objectif, ce soit de le chercher. Le fond de vérité. Non? Ok. Et adieu Elab, j'espère qu'on ne se reverra jamais. Souvenez-vous, si vous recroisez Elab, fuyez. D'actualité, journée de la femme, il n'y a pas très longtemps. À cette occasion, Ipsos, en collaboration avec King et King, plein de trucs qui appartiennent au roi, de nom en tout cas, a sorti cette étude-là sur la place de la femme. Très bien. Alors, première étude qu'on lit en anglais. Elle est faite par Ipsos, mais
est-ce qu'elle est faite par des Anglais? Je n'en sais rien. En tout cas, normalement, ça devrait transparaître dans la méthodologie, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés pour des raisons idéologiques et sémantiques aussi, sur le travail du genre. Puisque eux, ils ont un pronom non genré. C'est plus simple de travailler sur le genre. C'est comme quand on fait une question, c'est comme s'ils avaient le ne sais pas. C'est pas du tout le cas, mais quand on a des modalités plutôt d'accord, pas tout à fait d'accord, plutôt d'accord, ne sais pas, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord. En fait, la modalité neutre, elle permet de donner une cohérence au sujet. Là, ils ont cette modalité neutre. Pronom neutre même. Donc, est-ce que ça a été fait par des Anglais? On va le voir. C'est en anglais, pardon. Il fallait bien que ça arrive à un moment. Alors, voici une liste d'affirmations pour chacune. Indiquez si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord. Ah oui, non, pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord, pas du tout d'accord. Bref, vous avez compris. Ça m'a tué, la blague. Je pense que je vais pas durer longtemps. Les choses seraient mieux si les femmes avaient des positions à responsabilité dans le gouvernement et les entreprises. C'est bizarre ces questions. Je crois que je vais avoir du mal à analyser les réponses. Parce que moi j'aurais dit... en fait, aujourd'hui le féminisme c'est plus un choix. C'est comme l'écologie. Ça fait d'être d'Overton, voilà. Mais on a décalé un petit peu, pour le mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut pas dire « je déteste les femmes et je veux qu'il y en ait moins ». C'est misogyne. Donc je me serais dit, cette modalité-là pousse à ce que tout le monde soit d'accord. Et pourtant, il n'y a que 60%. C'est étonnant. 60%, seulement 60% des gens considèrent que s'il y avait plus de femmes, ce serait mieux. Parce qu'ils ont regroupé plutôt d'accord. Et tout à fait d'accord. Bon, après, je sais pas ce qu'a été leur sondage international. Ils ont aucune obligation avec leur méthodologie. Hein, ils peuvent faire un peu n'importe quoi. C'est Ipsos, on leur fait confiance, qu'ils font pas trop n'importe quoi non plus. Mais donc je sais pas où est-ce qu'ils ont été interrogés. Parce que je comprends en France qu'on puisse se poser la question. Une femme présidente, ça impliquerait que ça pourrait être Marine Le Pen. Et vu qu'il n'y a pas de modalité neutre, tu mets quand même plutôt d'accord, non? Je sais pas. C'est étonnant. Je sais pas où est-ce qu'ils ont posé la question, ni comment. Il n'y a même pas l'information de quand. Ah si. Base. Quoi? Ok, pourquoi je lis ça? Non, ça sert à rien en fait. Pardon. On va se contenter des chiffres de la France, hein. Ça sert à rien. Bon, du coup, je peux mettre la capture parce que là, c'est des chiffres, mais 23 000 personnes en ligne, adultes âgés de 18 ans et plus en Inde. 18 à 74 ans au Canada, Irlande, Malaisie, Afrique du Sud, Turquie, États-Unis. Ouais, après, c'est selon le chiffre de la majorité, quoi, mais... Et donc, Inde, Canada, Irlande, Malaisie, Afrique du Sud, Turquie, États-Unis, Thaïlande, Indonésie, Singapour... et tous les autres pays. D'accord.
croyais que c'était une liste exhaustive des pays. C'est quoi leur échantillon? Je sais pas. Ah, c'est ça tous les pays? France, machin. Oui, mais comment ils ont... Ah, c'est pas assez solide méthodologiquement pour que je puisse dire quoi que ce soit. Non. En fait, il y a tous ces pays, c'est super. Mais comment ils ont fait l'échantillon? Est-ce qu'ils ont fait équitablement en fonction de la population du pays? Ou égalitairement, ils ont donné un chiffre, genre 1000 personnes par pays? Est-ce qu'il y avait plus d'Indiens que le reste, quoi, finalement? Il y a la Chine ou pas? Ah, les sondages en Chine, pas facile aussi, mais ça peut arriver. Je crois pas. Donc le pays où il y a le plus de gens, ce serait l'Inde. Donc je comprendrais que les gens soient misogynes, du coup, de mon point de vue de français. Parce que l'Inde, c'est quand même pas top pour les femmes. Donc s'ils surreprésentent les Indiens, je comprends la réponse à la première question. Mais du coup, c'est mondial, donc c'est moins... Comme on disait, hein, normalement, scientifiquement, tu fais gaffe à pas mettre des gens trop différents dans les mêmes catégories. Et je suis pas calé en comparaison internationale parce qu'on m'avait dit que c'était pas ouf. Après, oui, si on a les chiffres par pays, ça peut être pas mal. Hein. C'était ça, là? Donner des droits égaux aux femmes et aux hommes. Les choses ont été trop loin dans mon pays. Quoi? Ah, donc là, c'est vraiment des conservateurs, quoi. Des réacs. 39% en France. Non, je comprends vraiment pas ces chiffres. C'est pas... Enfin, j'ai pas vraiment de chiffres sur ce truc-là, mais... ça paraît tellement pas cohérent par rapport aux observations. Là, je peux pas croire qu'il y ait 40% de la population française qui considère que la France est woke. Enfin, oui, bon, woke, c'est pas le bon terme, mais woke péjoratif, quoi. Ça veut dire qu'on a été trop loin. Normalement, justement, ça pousse à se sous-représenter. Les gens osent pas aller contre la norme, quoi. Mais quoi, en France, on a été trop loin, en fait? Ah non, on est passé en dessous des 20% d'inégalité salariale. Ça, c'est n'importe quoi. Je me définis comme féministe. C'est plus facile en Inde, oui, bah oui. Est-ce qu'on a le chiffre inverse? Non. Et c'est pareil, je connais pas tous les pays. Ouais. Je vais pas me lancer dans les analyses internationales. Je connais pas la culture féministe de tous les pays. Ça m'étonne pas qu'en Asie, ce soit plus compliqué de se revendiquer féministe. Parce que c'est pas la norme. En France, je pense que ça dépend. Ça m'étonne pas qu'on soit un peu plus haut que le milieu. Et dans les pays où il y a beaucoup de choses à faire évoluer, oui, c'est plus simple de se considérer comme féministe parce que tout est à faire. Pardon l'Inde, mais voilà. Ouais, ça va être la conclusion souvent. Je connais pas la culture des pays. Et moi, je suis un sociologue de la culture aussi. Le contexte est important. Bon, en tout cas, soyez pas d'accord avec ces gens qui ont répondu. Faut continuer les efforts. Et on n'a pas été trop loin.
Qui dit ça? Qu'est-ce qu'on a comme sondage sur Blue Sky? Je regarde de mon côté. Hein. Regardez du vôtre aussi, pour la prochaine fois. Ce sondage. Mais c'est quoi ça? On l'a vu ou pas? Tac tac. Parce que là je vois les LGBT ils votent pour le RN. Étonnant. Bon alors BFM. Sondage IFOP pour le magazine Têtu. Non mais mettez le lien direct du sondage. Bon bah je vais aller le chercher moi-même, mais IFOP. Sondage. LGBT. Vote. Le vote. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas la bonne date, hein. C'est les élections présidentielles de 2022. J'ai pas vu ça. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1002 personnes LGBT extraites d'un échantillon représentatif de 13 000 Français. Ils ont fait une étude sur les LGBT. En science, c'est tellement illégal de discriminer comme ça. La chance. Mais du coup, ça m'intéresse. Que votent les LGBT? Les fichiers. Waouh. Donc là, IFOP, médias, on l'a vu, les médias mainstream, diffusent un sondage sur ce qu'ont voté les LGBT. Donc, sondage égale instruction de vote. Qu'est-ce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ce sondage existe. Et je comprends pas comment ils ont eu le droit, en fait. Ok. L'intention de vote. Donc attends, ils ont vraiment envoyé un truc. Première question, êtes-vous homosexuel? Sinon, salut. Ah ouais, je vois la méthodologie. Hein. Ce document présente les résultats d'une étude réalisée par l'IFOP. Donc finalement, les principes scientifiques et déontologiques de l'enquête par sondage. Et par sondage peut-être, mais les enseignements qu'elle indique reflètent un état de l'opinion à l'instant de sa réalisation et non pas d'une prédiction. C'est avant l'élection présidentielle? Une publication totale ou partielle ne peut être faite sans l'accord express de l'IFOP. Merde. Enfin, je le publie pas là, on le lit. Étude réalisée par l'IFOP pour le magazine Têtu. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1002 personnes LGBT, extrait d'un échantillon national représentatif. Alors, c'est le moment d'étaler ma science. Parce que c'est rigolo. Et je peux même changer le titre du stream parce que je pense que on va parler de ça. Gros sujet. Sondage. Je vais pas mettre sondage gay. Je sais pas ce que je peux mettre. LGBT. Et on va s'arrêter après ce sondage, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Ok. Moi, je suis sociologue de la culture. C'est-à-dire que je sais comment entrer dans une culture qui nous est familière ou pas et en tirer un résultat. Première chose qu'on fait quand on étudie une culture, première chose importante, l'identifier. Donc LGBT c'est facile, parce que les gens s'identifient comme ça, et ça suffit.
On va pas leur dire oui d'accord, mais est-ce que vous êtes gay? Si on se considère comme LGBT, c'est très bien. Par contre, autre principe de cette communauté-là, c'est une convergence des luttes. C'est-à-dire que c'est des gens qui partagent un intérêt commun, mais une culture différente. Il y a une culture LGBT qui est fédératrice, mais il y a une culture lesbienne, une culture gay, une culture bi, une culture trans, et autres. Donc, c'est des gens très différents, en fait, parce qu'ils sont liés seulement par une culture, un intérêt commun, des références communes quand même, évidemment, mais une orientation sexuelle ou une identité. Par exemple, en France, on considère que, à tort, hein, mais on considère que ce qui est le plus socialisant, donc ce qui va le plus définir notre activité, comment on réagit aux éléments de la vie, c'est le travail. LGBT n'est pas un travail. Et n'a rien à voir avec le travail, si ce n'est que, a priori, quand on revendique d'être LGBT, on a plus de difficultés à trouver un travail. A priori, non, il y a des enquêtes encore aujourd'hui qui le montrent. Donc, par exemple, on n'a pas de chiffres, puisque les instituts publics n'ont pas le droit de discriminer selon ce critère-là. On n'a pas de chiffres sur combien de gens revendiquent d'être LGBT. Et parmi les LGBT, on n'a pas de chiffres sur combien de gens sont lesbiennes, gays, bi, trans. On peut estimer. C'est-à-dire qu'il y a un marqueur qui sera exclusif à ces communautés-là, qui est le mariage ou le changement d'état civil. Dans tous les cas, il y a un changement d'état civil d'ailleurs. Donc, s'il y a un mariage de même sexe, je ne vois pas de situation où les gens ne sont pas homosexuels. Ce serait étonnant. Même si non, ce serait étonnant. Et s'il y a un changement d'état civil et qu'on change le genre inscrit sur notre carte d'identité, eh ben on est transgenre. Enfin, y a pas de... Ou alors il y a eu une erreur médicale, ça peut arriver, mais dans tous les cas, sociologiquement, on sera transgenre. Mais ça n'est pas exclusif à ça. Ça n'est qu'une première partie d'un moyen d'estimer cette population légalement. On ne le fera pas quand même. Parce que en France, on estime que si on discrimine selon les critères d'orientation sexuelle, de croyances religieuses ou idéologiques... Ah non, idéologiques non, parce qu'on fait des chiffres sur les votes. Mais je crois qu'il n'y a que orientation sexuelle, ethnie présumée... En gros, faut pas être raciste ou homophobe. Ou transphobe ou que sais-je. Faut pas être un gros bâtard. Parce que si on fait des données sur ça, ça aura plus de chances d'être mal interprété ou utilisé à de mauvaises fins qu'à être informatif. C'est la philosophie française, à laquelle j'adhère plutôt. L'autre pan de la philosophie française étant que les instituts publics ne font pas de données qu'ils ne publient pas. Ça va avec. C'est-à-dire qu'on ne fait pas en secret des listes de gens gays. Parce que là vraiment ce serait chaud. Et on ne fait pas en public des listes de gens gays parce que ce serait chaud aussi. Et on ne dit pas combien il y en a non plus, parce que si on sort par exemple un chiffre sur il y a de plus en plus de gens qui se revendiquent gays, bah, ça pourrait faire paniquer des gens et mener à des violences. Ça pourrait en rassurer certaines, mais on estime que ça ne suffit pas.
On estime que les gens qui s'y intéressent savent qu'il y a de plus en plus de libération sur ces sujets-là. Donc, on ne sait pas comment est constituée la communauté qu'on étudie, en l'occurrence les LGBT, ce qui fait que c'est toujours délicat. Et je ne fais pas confiance. Je ne ferai jamais confiance à un institut de sondage pour faire une enquête sur une culture particulière, même sur une communauté. Parce qu'ils n'ont pas les instruments, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas la maîtrise, ils n'ont même pas l'expertise pour être représentatifs. C'est-à-dire que, certes, il y a la méthode de quota, qui est un instrument scientifique qui est devenu nécessaire dans toutes les publications de ces instituts de sondage-là, mais ce sera représentatif que de la population française. La méthode des quotas, ça va pas suffire à dire c'est bon, ton échantillon sera représentatif de la communauté LGBT. C'est impossible. Ça, tu ne peux le faire qu'avec des mois d'observation, un questionnaire construit consciencieusement avec la validation des intéressés, des focus groups, c'est comme ça qu'on appelle, mais on ramène des influenceurs, des artistes, des influenceurs quoi, des entrepreneurs de morale qu'on appelle ça, mais des gens qui sont influents dans ces communautés-là, parce que ce sera eux qui vont avoir la meilleure vision de la culture, en particulier parce qu'ils la construisent. Et donc, on valide notre questionnaire et on voit un petit peu, avec leurs observations, puisqu'en général ils ont des communautés, on peut se dire, ok, la communauté LGBT ressemble à ça, mais c'est des mois d'observation. Et les instituts de sondage ne font pas ça. Donc, c'est impossible de savoir si leur échantillon est représentatif de la communauté LGBT, mais c'est très probable qu'il ne le soit pas. Donc le problème avec les instituts de sondage quand ils essayent de s'intéresser à ça, c'est qu'en termes de sociologie de la culture, ça marchera pas. C'est tout. Structurellement, ça peut pas marcher. Déjà, c'est dommage. La représentativité de l'échantillon global est assurée par la méthode des quotas. On précise bien l'échantillon global, et c'est une honnêteté de leur part. Mais l'échantillon réduit, tant pis. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 1er au 18 février. Merci. C'est pas 2 jours en semaine. C'est 2 semaines en jour. Ça ne veut rien dire, mais c'est 2 semaines. 2 semaines ouvrées même. Mais pas mal. Auto-administré. Alors pour le coup, on va rien dire sur les questionnaires auto-administrés parce que sur ce genre de sujet, je pense que c'est la meilleure méthodologie. Parce qu'à côté, on a Focus Group, ça leur est pas accessible en tant qu'institut de sondage, mais entretien par téléphone, pas très à l'aise de parler de sexualité. En face à face, encore pire. Ça dépend des gens, mais encore pire. Donc auto-administré, c'est très bien. Prévision relative aux marges d'erreur. Théorie statistique permet de mesurer l'incertitude. Ouais. J'aurais bien aimé ce que je viens de dire en fait. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la structure de la communauté LGBT, donc l'échantillon ne peut pas être généralisé. Ça n'est que l'avis de 1002 personnes. Intention de vote des LGBT au premier tour de l'élection présidentielle. Ah. On ne sait pas comment on a sélectionné les LGBT. Ah. Je pensais pas qu'on serait si bas. Mais du coup, je peux faire voilà, une autre aparté en sociologie de la culture. Comme je disais, le principe c'est de s'intéresser à une communauté dont on ne fait pas forcément partie. Ou dont on fait partie mais qu'on ne connaît pas
Sinon on dirait bah il se passe ça. Donc on connaît pas la généralité de cette communauté. Très bien. Maintenant, comment, en arrivant sur le terrain, on a sélectionné la communauté LGBT qu'on interroge? Ce que j'ai dit, hein, ça peut aller de... est-ce que de fait, légalement, vous êtes gay, puisque vous êtes marié à un homme, en tant qu'homme? Ou on a interrogé 13 000 personnes en leur demandant: vous identifiez-vous comme faisant partie de la communauté LGBT? C'est un peu les deux... Voilà, les deux extrêmes d'un spectre. Mais probablement que c'est entre ces deux-là. Ils ont peut-être demandé êtes-vous en couple avec un homme? Et du coup, s'il a répondu avant que c'était un homme, ils l'ont gardé pour la suite. Mais quand on s'intéresse à une communauté dont on ne connaît pas les limites, bah c'est bien de comprendre comment tu as mis des limites dans la sélection de ton échantillon. Pour savoir de qui on parle. Donc, erreur classique, mais éliminatoire. On ne sait pas de qui on va parler là. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez? Donc bah, personnes LGBT, on ne sait pas comment ils ont été choisis, mais personnes LGBT, pourcentage des suffrages exprimés. Alors, pourquoi ma communauté vote? Nathalie Arthaud pas trop, Philippe Poutou pas trop, Fabien Roussel pas trop, Jean-Luc Mélenchon un peu. C'est partagé. Par contre ça j'y crois pas. Marine Le Pen 17% qui arrive en deuxième dans les voix. Je ne peux y croire. Ah, il vote pas Éric Zemmour, mais... Oh, bah, l'extrême droite est clairement surreprésentée. Du coup, il y a un autre biais, on ne sait pas comment a été constitué leur échantillon. On n'en connaît pas les modalités. Donc bah là, je ne peux que constater que l'extrême droite est surreprésentée carrément. D'après mes observations. Ça se justifie, hein, mais d'après mes observations, des intérêts de la communauté LGBT, les intérêts ne convergent pas avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Je comprends qu'ils puissent converger avec, à la limite, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, oui, parce que en 2022, il était en mode il y a des gays dans mon gouvernement, c'est super. Jean-Luc Mélenchon, évidemment. D'ailleurs, je me serais attendu à ce qu'il soit plus haut en 2022. Et la gauche, bah, c'est pas leur priorité. Donc c'est vrai que... Après, les écologistes en 2022, je sais pas. Aujourd'hui, ce serait différent. Mais non, mais que la droite radicale soit si haute... Moi, ça me fait juste conclure qu'il y a un problème dans leur échantillon, pas que les gays sont nazis. Intention de vote LGBT au premier tour de l'élection présidentielle. C'est dur quand même. D'avoir sélectionné les LGBT et de mettre sexe. Sexe de l'interviewé. Homme, femme, machin. Est-ce que les femmes votent plus pour l'extrême droite? Oui. Quoi? Non. Non, ça je peux pas. C'est pas parce que c'est une femme que les femmes votent. Là, on dirait qu'ils ont créé ce résultat. Non, les femmes sont moins extrêmes que les hommes. Tous les résultats le montrent. C'est un ovni. Et donc, probablement faux. Âge de l'interviewé. Mais comment ils ont eu des 65 ans et plus? Valérie Pécresse. Est-ce que les jeunes votent pour l'extrême droite? Non. Non, mais là, je comprends plus.
Alors, c'est possible que ce soit caractéristique de la communauté LGBT, que les jeunes soient plus de gauche. Mais dans la population globale, les jeunes, ils votent pour l'extrême droite. Hein. Et moins 25-34 ans, d'ailleurs. Alors que là, c'est l'inverse. Ça ne ressemble pas du tout. En fait, ça ne ressemble pas à la population française globale, ce qui est cohérent, parce que c'est pas la population française globale. Mais ça ressemble pas aux logiques des humains, en fait. Là est le problème. Ensemble, ok. Il est super long, donc on aura plus à se mettre sous la dent que juste les intentions de vote. Intention de vote des homosexuels et bisexuels au premier tour de l'élection présidentielle. Ah, c'est LGB. Pourquoi vous avez exclu les trans? Dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle pour lequel les candidats suivants auraient-ils le plus de chances que vous votiez? Base aux personnes homosexuelles et bisexuelles inscrites sur la liste électorale. Mais comment? Non, c'est pas ça ta base. Là, il marquait base en tout petit. C'est pas ça ta base. Tu ne sais pas si les gens sont homosexuels ou bisexuels. Tu leur as posé la question. Donc, aux personnes ayant répondu homosexuel à la question quelle est votre orientation sexuelle, ou bien aux personnes étant mariées à des personnes du même sexe, ou bien aux personnes ayant répondu avoir déjà eu des attirances pour des personnes du même sexe. C'était quoi la question que t'as posée? Ça change tout. Réponse des personnes homosexuelles et bisexuelles, réponse de l'ensemble des Français. Pourquoi ils aimeraient pas Jean-Luc Mélenchon? Même autre question. Pourquoi on n'aimerait pas Jean-Luc Mélenchon? Christiane Taubira. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas abordé ce sujet, mais j'ai dit que, particulièrement en socio de la culture, c'est très important d'avoir un retour du terrain. Ce que je fais est un retour du terrain, puisque je suis concerné par cette enquête. J'ai voté en 2022 et je suis homosexuel. Donc au-delà de l'analyse de sociologue, il y a aussi un retour du terrain de... Il y a quelque chose qui me paraît pas cohérent. Et moi, si j'ai ce retour-là de mon terrain, je me dis, ah ouais, quand même. Il y a peut-être un truc que j'ai foiré. Yannick Jadot, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse. Ah bah, le fait que vraiment, l'homosexualité n'ait aucun impact sur le fait d'être de droite ou non, c'est étonnant quand même. Hein. Dupont-Aignan. Marine Le Pen. Mais comment ça, l'homosexualité n'a aucun impact sur voter d'extrême droite ou non? Par contre, si t'es homosexuel, tu votes moins de gauche. Comment ça? Alors bon, ce qui est sûr, c'est que, homosexuel ou non, ce qui va le plus caractériser ton vote, ce sera ta CSP. La catégorie socio-professionnelle, en gros, le métier que t'as, quoi. La profession. C'est ça qui vont définir les intérêts que t'as dans le vote. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle pour lequel les candidats votaient, c'est la même chose. Mais là, c'est un tableau. Comment ils ont discriminé ça? Je suis obligé de déduire comment ils ont construit leur échantillon. C'est pas ça. Donnez-le moi, en fait. Donc là, ils ont discriminé gay, bisexuel, lesbienne, bisexuel, féminin. Ok. Ok. J'ai la terminologie bizarre, mais... Là, ça voudrait dire que les lesbiennes votent pour Marine Le Pen. Quoi? Non. Vous vous êtes trompé.
Non. L'intention de vote... Juste... Non. Et les gars, ils votent quoi? Vas-y. Emmanuel Macron? Ah, allez, ça je veux bien y croire. À cause de l'instrumentalisation des coming out de ces ministres, je veux bien y croire. L'intention de vote des homosexuels. Dimanche prochain. Pour qui voter? Gauche radicale. Présidentielle 2012. 2017. Ah, mais là, il voulait juste un chiffre en mode... Eh, même chez les gays, la droite radicale, elle monte. Vous voyez, on est normaux. Et bah, si vous voulez me faire croire ça, pas comme ça. Voilà tout. On fout de tableau, non. Je crois pas de base. Je veux pas des détails sur des trucs qui sont de la merde. Si vous deviez vraiment vous positionner sur une formation politique, de laquelle des formations politiques suivantes vous sentez-vous le plus proche, ou disons le moins éloigné? Eh, mais c'est l'IFOP ça! Ou disons? Pourquoi c'est devenu une norme? Non, ça m'avait choqué sur l'IFOP, ça me choque toujours aujourd'hui, hein. T'as pas besoin de mettre ça, c'est de la merde. Ou disons, c'est pas le même registre que le reste de ta phrase. C'est pas professionnel ça. Électeur. Ah, mais c'est ça qui me perturbe. Pourquoi vous n'utilisez pas l'écriture inclusive? En 2022, ça existait déjà, hein. Là, il y a électeur et là, il y a homme. C'est pas la même chose. Les bisexuels votent de fou NPA. Pas les gays. Vas-y, Rassemblement National. Encore les lesbiennes, hein. Oh, bravo les lesbiennes. Non mais... Que sur les réponses des gays. Ah ouais? Bon, c'est peut-être la problématique de... commanditaire. Bon bah ni fait ni à faire, hein. Moi aussi, je suis aussi dépité que vous. Je sais pas quand est-ce qu'on aura un bon sondage, voilà. Pas aujourd'hui, en tout cas. C'est dommage, moi, ça me vendait du rêve. Que votent les gays. Incroyable. Non, mais non. Est-ce qu'on a vite fait? Est-ce qu'on a un petit sondage? Sinon, je m'arrête là. 9% des Américains. Non, bah alors, les sondages aux États-Unis, grosse dinguerie aussi. Hein. Faut dire que toutes les critiques que je fais là à nos instituts de sondage français, on les fait x10 aux États-Unis. Parce qu'ils n'ont pas d'autorité de régulation. En tout cas, ça marche pas, quoi. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Un sondage de Rollist TV sur la charge mentale chez les MJ. Eh bien, mais... Eh, pas mal. Next samedi 14. Ah bah c'est ce samedi. Vous pouvez aller sur Rollist TV pour avoir un sondage. Mais non, ce samedi vous êtes chez nous. Samedi JDR. Mais je me le garde de côté par contre. Ça pourrait être sympa. Mercredi prochain on parlera d'un sondage d'un crossover. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à en dire. Je pense que... C'est pas contre eux, mais le sondage ce sera un truc sur les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'on pourra en tirer quelque chose. Où est-ce que j'ai mon prochain stream? Là. Ok.
Ok. Sondage en Belgique. Qui a payé ce sondage de l'IFOP? Je vois sur Blue Sky. C'est une bonne question. La loi les oblige à dire qui est leur commanditaire, mais pas qui a construit les questions. On a déjà parlé en stream, mais c'est bien dommage. Je pense que la loi n'encadre pas assez les sondages. Je parle bien de tous les sondages. Parce que c'est rigolo d'ailleurs que la commission des sondages a été construite pour encadrer le débat public au moment des élections et sur les sujets des élections. Moi vraiment je serais plus radical que ça. Juste pas de sondage sur les élections. Point. Si les élus ils veulent connaître les problématiques des Français, ils vont demander aux Français. C'est tout. Ils sont pas déconnectés en plus, on est bien. Et par contre, pour le reste des sondages, on met les règles qu'il y a en ce moment sur les sondages des élections, surtout. Dès qu'on parle d'opinion des Français, hop, la méthodologie, elle doit être bien. Bon, j'aurais moins de choses à dire, mais en même temps, plus de signalements à faire. Je fais bien de pas vous partager Blue Sky. Il y a des choses... Je me ferai ban, tout simplement. Je peux aller sur Twitter aussi. Je me ferai ban plus vite. Mes sondages... Moi, j'avoue que... C'est pas... En fait, tous les instituts de sondage sont occupés avec les municipales. Donc on n'a pas les meilleurs sujets en ce moment. C'est pour ça que la semaine dernière, je me suis permis de pas streamer. Il n'y a pas grand chose de fou, quoi. J'ai hâte que ça se termine. Comme ça, on pourra dire « Ah, il y a quand même beaucoup d'extrême droite. » Eh bah oui, à force de faire des sondages qui les mettent en tête. Hein? Je vais pas refaire un stream sur l'opinion publique n'existe pas, mais quand même. Les sondages, c'est des médias comme les autres. Allez, YouTube, on se revoit samedi ou mercredi. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette rediff. Mais normalement, tous les samedis et tous les mercredis, il y a des trucs. Et venez sur Twitch si vous aimez le jeu vidéo. Conseil. Bah oui, en même temps, Twitch a été construit pour ça. Mais non, je joue de temps en temps. Et comme ça, vous pouvez venir poser vos questions directement. Sinon, je vois les questions dans les commentaires. C'est bien aussi. Au revoir YouTube.